Katrinas, merci de ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment a évolué ta réflexion depuis la parution de ton livre Aujourd'hui la guerre? C'est que donc aujourd'hui la guerre est sortie en 2019. Son écho était peut-être au moment de la sortie assez rétrospectif en réalité, peut-être je me trompe mais je crois, en ce qui permettait d'éclairer, disons, ce qui s'était passé au moins depuis 2001-2003 sur la guerre américaine, tout ça. Toute la conclusion qui était sur la série finalement était assez moins, enfin dans les retours que j'ai pu en avoir, moins considérée. Évidemment, ça faisait écho puisque si le livre s'appelle Aujourd'hui la guerre, penser la guerre, le thème c'est la question de l'enquête sur le nom de guerre. Et à ce moment-là, ça faisait aussi fortement écho avec son usage dans la politique intérieure, après le Bataclan, et donc dans l'espace, disons, national et de politique intérieure. Et à partir de 2022, le livre a retrouvé, enfin pas étrangement, mais c'est son aujourd'hui, en tous les cas, qui a saisi les personnes qui ont pu me demander des choses et quelque chose qui s'était passé du côté, pas pour moi, je précise, d'un surgissement de la guerre. Or, effectivement, toute la thèse du livre, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est de revenir sur les politiques, mais aussi à un certain point les écrits théoriques qui ont participé de l'effacement du nom de guerre, avec des guerres qui n'ont évidemment pas cessé, mais si ce n'est enfin, je pense évidemment à l'Irak et à l'Afghanistan à ce moment-là, même si évidemment il y avait d'autres guerres, mais en tous les cas, dans celle-ci, le parti pris occidental était manifeste, enfin... voilà, et donc il y a eu quelque chose du retour de la guerre que j'ai trouvé très surprenant. Alors, dans un article, j'avais fait quelques hypothèses sur la possibilité qu'à partir du moment où la Russie, en ne faisant pas tant de l'Ukraine son ennemi, mais l'Occident, et à ce moment-là, repolarise l'espace de la guerre et nous met dans le viseur, puisque et pourtant elles sont difficilement oubliables, c'est les guerres de l'ex-Yougoslavie, donc c'est quand même 91-2001, c'est 2000 le bombardement de l'OTAN sur la Serbie, qui est quand même la première opération effectuée par l'OTAN, et tout ça a été balayé au nom d'un retour en réalité pas tellement plus classique. On avait l'impression qu'on se retrouvait au cœur du XXe siècle, deux États, deux armées, la guerre interétatique. Or, je vois pas, enfin, c'est pas que je vois pas, mais États-Unis-Irak, c'est aussi de l'interétatique, sauf à dénier le statut d'État pour l'Irak. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pas du tout du point d'un retour ou d'un surgissement, mais plutôt du côté des... La guerre n'est jamais la même, en fait. Enfin, évidemment, c'est un peu bateau de dire ça, mais s'intéresser aux reconfigurations. Et clairement, depuis 2001, il y a quand même un déchaînement, en tous les cas américain, occidental, sur les guerres, et c'était comme si... voilà, bon. Dans un contexte qui est aujourd'hui très, très marqué par les guerres. La première chose que je peux dire, ce que ce déchaînement a mobilisé, c'est la fin du non, quoi. Les opérations de police internationale, la fin de l'État, la guerre civile mondiale, l'idée qu'il y a qu'un seul ordre politique, qu'une seule intériorité, plus d'altérité politique, donc plus de guerre, donc tout ça. Et évidemment, mon livre prenait le contre-pied de ça. Non pas sur la fin ou l'absence de l'État, mais la façon dont l'État lui-même
se redistribue. Et c'est pour ça qu'aussi je tenais beaucoup, En tous les cas, pour ce qui était de l'Irak et de l'Afghanistan, c'était à ce moment-là de les qualifier non pas de guerre interétatique, mais de guerre de destruction des États. Et donc à ce moment-là, l'État conserve un statut et les belligérants conservent un statut. Voilà, c'est ça. Et puis après, effectivement, il y a l'Ukraine et la Russie. À ce moment-là, j'ai été très frappée quasiment le fait que à ce moment-là, Poutine reprenne quasiment mot pour mot, quasiment dans un verbatim, les termes de l'administration Bush entre 2001 et 2003. Et encore aujourd'hui, donc 2 ans après, le terme du mot de guerre est proscrit. C'est-à-dire, il y a une amende, on peut aller en prison. Mais donc, il y avait l'opération militaire spéciale, parce que sur toute la période, en fait, sur la guerre Irak-Afghanistan, les États-Unis n'ont jamais dit une seule fois qu'ils étaient en guerre contre l'Afghanistan ou contre l'Irak. Et ça, je pense que le reconnaître qu'on est en guerre contre, c'est à ce moment-là reconnaître l'antagonisme, l'altérité étatique et les deux guerres. Et là, c'est là où Poutine, quand je dis il y a verbatim, c'est nous ne sommes pas contre le peuple irakien, nous sommes contre son régime. Et à ce moment-là, il y a comme un déni d'étaticité. Et donc la reprise des termes m'avait beaucoup frappée. Et quelque chose aussi qui relève de la politique intérieure pour la Russie. Et puis, ce que Schmitt appelle le décisionnisme subjectif, c'est-à-dire dans la notion de politique, et qui est il y a guerre quand un des partis qui veut la guerre la postule, enfin au sens ça veut dire que la rupture des traités, une menace, un ennemi, enfin voilà, qu'il y a un danger imminent qui nécessite, et là on a une guerre de prédation, d'assujettissement. Alors après ça a été mis dans d'autres cadres et que tout de suite Poutine a repolarisé sur l'Occident, et l'Occident c'est l'OTAN. En sachant que même encore il y a un mois, ni l'Allemagne ni les États-Unis ne souhaitent que l'Ukraine ne rejoigne l'OTAN, parce que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, je crois que c'est l'article 5 de l'OTAN qui fait que si l'Ukraine est de nouveau attaquée par la Russie, à ce moment-là, ça veut dire que tous les membres de l'OTAN devraient, et personne, en tous les cas, à l'heure actuelle, n'entend, et on le voit dans la façon dont la question de l'usage et des livraisons d'armes est extrêmement contrainte, parce que personne... Donc voilà, mais Poutine, en février 2022, aussi prend l'argument de la guerre préventive, c'est-à-dire la possibilité que l'Ukraine détienne aussi des armes de destruction massive. Voilà, et en même temps, et quand on regarde par rapport à, si on prend la Tchétchénie, la Géorgie, les déploiements en Syrie ou le Sahel, il y a quelque chose dans la volonté, oui, à la fois de reconsolidation impériale de la Russie qui ne procède que de la guerre. Et donc, voilà, et donc, enfin, ça c'est le premier point, donc qui va avec voilà, du paradigme qui pour moi, et qui inclut la Syrie, et qui évidemment inclut ce qui se passe à Gaza, à savoir que quelque chose du paradigme de la guerre contre le terrorisme, alors il faudrait être un peu plus fin pour voir, en tous les cas, on est toujours, enfin, il y a une part des guerres qui opèrent toujours sous ce paradigme, y compris en fait sur le refus. Ben oui, justement. Voilà. Mais... Est-ce que le fait que ça soit désétatisé et des opérations spéciales, est-ce qu'il n'y a pas en fait une amorce ou une intensification de la possibilité du terrorisme? Parce que le terrorisme, c'est pas des États qui opèrent, c'est pas des États qui sont censés opérer, au moins depuis Al-Qaïda. Que ça amplifie les phénomènes, ça c'est ce qu'on a vu. Ça les possibilise. C'est-à-dire le fait qu'on désigne une chose comme une opération spéciale, alors qu'en fait c'est une atteinte à un État souverain, ça permet, enfin, ça rend possible le terrorisme. Comme s'il y avait une sorte d'ouverture au terrorisme en simplement
procédant par une expression, opération spéciale. Puisque on nie, comme vous le dites, hein, vous insistez beaucoup là-dessus, hein, on nie la capacité d'un État à être un État souverain. On nie sa souveraineté, en fait. Oui, On c'est nie, ça. sur la Russie, c'est très... Parce que c'est évidemment très frappant, parce que je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas dire que quelque part l'Ukraine avait déjà gagné. Alors, alors qu'il y a quand même peu de chance. Enfin, c'est-à-dire, non, mais s'interroger sur exactement quels seraient les termes politiques d'une victoire. Et je me demandais si, à travers la guerre, mais en prenant à partir de 2014 et de Maïdan, qui est vraiment un moment de constitution nationale réelle et qui fait que, effectivement, il y a une extrême droite, mais il n'y a absolument pas... Enfin, ça a été une façon, prise d'ailleurs par Poutine, pour décrédibiliser ce qui s'était passé à Maïdan, et que, quoi qu'il arrive, l'Ukraine, il me semble, enfin, je sais pas, voilà, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation nationale comme pays souverain qui ne pourra, j'ai envie de dire, qui ne peut pas être défait en fait. C'est trop tard pour... Et la guerre a été un facteur. Ça, je me souviens de choses, d'avoir lu comme ça pas mal de choses en 2022, comme ça, de témoignages, de ce qui se passait au niveau des gens et de tous les gens. Et parce que de l'autre côté, la victoire de Poutine serait évidemment l'assujettissement de l'Ukraine, l'assujettissement politique. Et ça, ils peuvent faire des choses. Hein. Ils vont pouvoir mettre je ne sais pas s'ils y arrivent, mettre des nouveaux dirigeants, parce que voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est trop tard. C'est déjà perdu. Voilà. Ça n'empêche pas que la guerre puisse évidemment. C'est perdu parce que l'Ukraine s'affirme. Parce que l'Ukraine s'est affirmée comme nation, en fait. C'est-à-dire, et ça, c'est ce qui va de Maïdan à aujourd'hui. En fait, personne ne pensait l'Ukraine capable d'avoir les ressources, je ne parle pas militaires, mais subjectives. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait pays et ça le fait, en fait. Donc ça serait vrai pour l'Estonie, pour la Lituanie Ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre comme ça parce que je ne connais pas exactement Ils existent en tant que nation. Oui, mais à un moment de Maïdan, le Donbass, c'est quand même... voilà, et la guerre, on voit bien que c'est un plan d'épreuve qui a été réussi, en fait. Voilà. Et sur le terrorisme, je ne sais pas, je ne verrai pas ça. Ce qu'on voit en tous les cas, en tout cas si on prend l'Irak, à mon avis avec de grandes chances à terme pour ce qui est de Gaza, voilà, c'est qu'en tous les cas, à un moment, ça le fabrique. Ça le fabrique parce que le désordre, le chaos, justement les politiques d'occupation, enfin je veux dire, l'État islamique naît en 2006 en Irak. Je veux dire, le démantèlement de l'État irakien, sa partition, l'ethnicisation, enfin, ça. Et à l'intérieur de... Plus l'occupation, en fait. C'est à un moment, je me disais, peut-être... Est-ce que c'est au moment de l'Irak, et peut-être que je me trompe en disant ça, mais que, en tous les cas, pour ce qui était, par exemple, je me demandais si, jusqu'à un certain point, alors je pense évidemment Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, encore je pas tout à fait sûr, mais qu'il pouvait y avoir un récit commun, l'occupant, l'occupé. Sur l'Irak, je pense que c'est à moins d'aller voir du côté de l'historiographie irakienne, des historiens irakiens, de ce qui s'est écrit. Je pense, un film, je pense, que ça s'appelait Homeland, comme ça, de 2 très grands épisodes. Et qui peut-être interdirait de nier la guerre, tout simplement en voyant ce qu'on fait aux populations, aux désordres civils, à ce que c'est de vivre en état de guerre et qui n'est pas un état de paix même tendu. Vous dites que chaque guerre est différente et chaque opération spéciale est différente. Donc on a évoqué l'Ukraine. Est-ce qu'on peut évoquer Gaza? Oui. C'est une guerre. Oui. Ça fait pas beaucoup de...
Ça ne fait pas beaucoup de doute. À ceci près que la question de... Alors moi je disais, alors ça c'était à partir de la Syrie, et encore, la Syrie quand même les gens étaient armés, c'est-à-dire il y a la Syrie, au sens les révolutionnaires sont armés, les révolutionnaires dans les entretiens, enfin je pense aux entretiens qu'ont fait des amis en Syrie, refusaient qu'on appelle ça une guerre, mais souhaitaient qu'on appelle ça une révolution, tout simplement parce qu'ils avaient un projet. Et qu'ils étaient armés, mais que ce qui compte à un moment, c'était qu'il y avait un projet politique. Et donc on peut dire que d'une certaine façon, même si en disant c'est 600 000 morts, alors à un moment j'avais appelé ça, pour la Syrie j'avais parlé de guerre peuplicides en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose où l'État détruit, voilà, avec une différence entre la Syrie et Gaza, c'est que les Syriens pouvaient partir s'ils le souhaitaient, ce qui n'est absolument pas le cas pour Gaza, ce qui est quand même une situation assez inédite. Oui, surtout ces Syriens qui sont partis, qui doivent revenir, parce qu'ils se retrouvent dans la même situation. Qui les doit Syriens partir qui sont partis, qui ont été réfugiés. Ah oui, là, à partir du Liban. Oui. Oui, bien Au sûr. Liban, ils refranchissent la frontière pour retourner en Syrie. Oui. Et c'est pas anodin, hein, c'est beaucoup de personnes. Hein. Ah oui, je sais que c'est beaucoup de personnes. Et en réfléchissant pour aujourd'hui, je me disais, oui, alors est-ce qu'on passe de guerre de destruction des États à guerre de destruction des peuples, en fait? Il y a quelque chose de je sais pas, quelque chose qu'il faudrait réfléchir sur la question de la perte de leur nom des peuples. Il y a quelque chose comme ça qui... je pense que c'est très frappant pour la Palestine. Et qu'évidemment, parce qu'on parle à juste titre de l'assentiment, du consentement, des efforts occidentaux, mais le degré de caractère tout à fait amorphe des pays arabes sur la question est aussi un point, c'est-à-dire qu'il ne reste que l'Iran, qui est quand même pas... Voilà. Et je pense qu'Israël le sait, et que dans la façon dont... Enfin, l'assassinat de Nasrallah a à voir avec quelque chose d'enterré, le paradigme antérieur, mais qui en réalité est mort. Enfin, sur cette idée je veux dire, les manifestations sont interdites dans tous les pays, elles sont interdites en Égypte, elles sont interdites en Algérie, parce qu'il y a une terreur aussi, c'est que les manifestations en faveur de la Palestine redonnent des accents de 2011, c'est-à-dire des révolutions arabes, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça se retourne contre leurs propres dirigeants. En Algérie, elles sont interdites, voilà, dans quasiment... je veux dire, on a plus manifesté à Londres. Bon, je dis peut-être des bêtises, hein, il faut regarder, mais en tous les cas, sur l'interdiction des manifestations, ça c'est une certitude. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il s'agit de parachever, en fait, qui est fini, et puis je sais pas, quelle positivité politique. Je veux dire, l'Iran, sans l'Iran, Assad, il ne peut pas aller au bout de ce qu'il fait dans la guerre civile. C'est-à-dire, c'est l'Iran qui arme, c'est l'Iran, la Russie, c'est les pasdaran iraniens, donc c'est eux qui détruisent, qui aident Assad à liquider la révolution de 2011. Donc de quoi ils peuvent être portés à la mort de Nasrallah. Les Israéliens étaient très contents, mais il y avait des scènes de liesse en Syrie, parce que c'est, de la part des révolutionnaires syriens. Donc voilà, je suis un peu partie. Les pays arabes, c'est pas quelque chose d'homogène. Le Qatar est engagé auprès des Palestiniens quand même, assez sérieusement. Oui, mais non, mais je ne dis pas que c'est quelque chose. Mais qui a une puissance économique. Oui, mais les Émirats sont partagés. L'Arabie Saoudite était positionnée, mais bien avant. Oui, mais vous voyez bien la réaction politique, elle est nulle, même pour le Liban. Enfin, je veux dire, personne ne vient. C'était déjà le cas, puisque le Liban était déjà en crise. Oui, mais alors l'Égypte n'est pas contente qu'on l'ait coupé du contrôle de Rafah. Voilà.
je parle du paradigme qui commence en 67, qui organise et qui est fondateur, je sais pas, du panarabisme et de son opposition à l'Occident, et que quelque chose se cristallisait évidemment fortement. Mais il y a une chose aussi qui, en lisant que ce soit l'Ukraine ou la Russie, que ce soit l'Ukraine ou la Palestine, l'enjeu... Alors, il y a un point qui m'a frappé, parce que je vais revenir, mais la Russie énonce elle a un document stratégique qu'elle a écrit en 2023, où Poutine parle qu'il fera tout contre les menaces existentielles contre la Russie. Enfin, cette idée de menace, que les pays seraient dans un état enfin, je pense à ça par rapport à Israël, enfin, comme si on détruisait les États. Enfin, alors peut-être qu'il y aura une ère où on détruira les États, mais en tous les cas, on n'y est pas du tout. Et c'est l'Occident. Et comment que ce soit, je ne sais pas comment dire l'enjeu, et je pense que ce soit du côté des États-Unis, des soutiens occidentaux à l'Ukraine, ou que ce soit les Ukrainiens ou les Palestiniens ne sont pas l'enjeu, en fait. C'est Occident, Russie, c'est pas le devenir de l'Ukraine, c'est pas la question des Ukrainiens. Alors, dans ce jeu pas ce jeu, mais dans cette configuration géopolitique, disons que l'Ukraine y trouve aussi ses billes, puisque ça lui donne aussi son compte, mais si la question c'est la Russie, on voit bien que l'enjeu c'est pas l'Ukraine, c'est l'Ukraine par rapport à la Russie. Ça a toujours été comme ça pour certains États, en fait, qui sont entre deux, qui sont... voilà, ce que je disais, si les États-Unis, l'Allemagne et beaucoup d'autres sont pas du tout pour que l'OTAN intègre l'Ukraine, c'est bien parce qu'on ne veut pas être dans un cas de figure où on fait la guerre à la Russie. Mais les Ukrainiens eux-mêmes, enfin je veux dire, sont comme absents en réalité. Il y a quelque chose comme ça aussi, je trouve, de la Palestine. Et ça a toujours été un peu le cas pour la Palestine, c'est-à-dire quel est le degré d'internationalisation de la question. Je veux dire, il n'y a jamais enfin, il n'y a jamais... Justement, j'ai appris ça récemment, il y a quelque temps, à un moment, qu'au sein de l'OLP, Arafat avait obtenu l'autonomie de la décision palestinienne, en fait. C'est-à-dire, puisque c'est toujours international et tout ça, mais quand même, à un moment, d'avoir... et c'était une victoire politique, en fait. C'est-à-dire que c'est à elle que revient la décision. Voilà. Et voilà, j'ai un peu oublié le début. Et peut-être que cette question de la paix vient à un point nommé. Tout ce qui est dit, ça rend la paix encore plus difficile. Le fait que l'enjeu ne soit pas le pays qui semble être l'enjeu, mais que ça se joue ailleurs. Le fait qu'il y ait des puissances qui se jouent comme surpuissances et qui font une police internationale, mais que d'autres s'annoncent comme police internationale, parce qu'il y a un pays dont on n'a pas prononcé le nom jusque-là et qui est assez doucement dans les coulisses, mais qui pourrait apparaître un jour ou l'autre, c'est la Chine. Elle a l'air assez bien dans les coulisses, j'ai l'impression, de ces questions-là. Elle est en train de se surarmer, hein, quand même. Non, mais ça, bien sûr, pour des millions de dollars, oui. enfin, c'est pas le dollar, mais des millions. Oui, non, mais c'est, voilà, oui. Comme tous les pays. Hein. Comme tous les pays, mais la Chine, c'est quand même très très haut, hein, et on ne connaît pas le... Je sais qu'il y a deux budgets, enfin, il y a un budget officiel, ils font... des démonstrations tous les... Voilà. Où ils mobilisent la flotte, et l'enjeu, et ils ne s'en cachent pas, c'est Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan serait leur Ukraine à eux. Mais ce qui est sûr, c'est que la question de... que ce soit Israël, que ce soit la Russie, en dehors de l'Ukraine même, que la question de la paix n'est pas... Elle n'en a vraiment aucune. Enfin, je veux dire, personne...
Et qu'au contraire, que ce soit, alors ça c'est un peu un autre débat, mais politique intérieure, politique extérieure, enfin je veux dire que les temps sont à la guerre. En fait, que la guerre, cette idée que je pensais savoir que la guerre avait détruit avec elle la possibilité même qu'il en soit autrement, et quelque chose qui, comme ça, du côté d'Israël, est un manifeste de ça. C'est-à-dire à un moment qu'on puisse passer, que les choses, enfin voilà, à la fois à la paix, mais aussi à la politique. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas dans Israël, et ça, je me demandais comment justement le paradigme de guerre contre le terrorisme, en fait, annihile tout à fait la possibilité d'un raisonnement, d'une pensée politique. Et le 7 octobre, là-dessus, je veux dire, le fait qu'on verrouille, par exemple, la question de la nomination, c'est-à-dire que si on ne disait pas... on a un peu oublié l'espèce de terreur intellectuelle, en fait, qui s'est exercée après le 7 octobre pour penser ce qui avait lieu dans les termes... qui ne soient pas en réalité ceux du gouvernement, qui étaient ceux du gouvernement français, qui étaient ceux du gouvernement Netanyahou. Et on en est encore à parler du jour d'après, en fait. C'est-à-dire qu'on a un jour là qui dure depuis 360, je ne sais pas combien, enfin en tous les cas depuis peut-être 380 jours, on a le même jour. Et là, et on voit la puissance de ça. C'est très très difficile on peut s'en extraire, mais quand même peu s'en sont extraits. Certains s'en sont extraits, ont payé cher, ou en tout cas peuvent le payer chèrement, mais il y a quelque chose comme ça sur l'impasse politique, alors le tas de cadavres, il y a quelque chose où rien ne vient un tout petit peu freiner et la volonté de puissance et la volonté de destruction. Et voilà, et là il y a quelque chose, pour moi c'est pas un effondrement parce qu'on peut pas être stupéfait, mais l'émotion quand Poutine envahit la Russie, c'est une guerre de conquête contraire au droit international humanitaire, personne n'a moufté sur le mandat de la Cour pénale internationale contre Poutine. Voilà, il y a une école, ça m'avait frappé il y a quelques mois, il y a une école, je crois, ou un jardin d'enfants qui a été frappé en Ukraine. Bon, ça fait la une des journaux. Je veux dire, ce qui se passe à Gaza, je crois que le nombre d'enfants n'a jamais... pour un conflit, voilà, c'est absolument faramineux. Et ce qui se passe au Liban également. Et ce qui se passe, oui, bien sûr, ce qui se passe au Liban, mais ce qui se passe à Gaza et ce qui va continuer de se passer, en fait. Ce qui se passe en ce moment dans le nord de la bande de Gaza, ce qui se passe à Jabalia, dans le camp, en fait, où ils sont en train d'étouffer, d'encercler par la faim, par la soif. Et parce que autant on est d'accord sur génocide et tout ça, mais enfin, je suis d'accord, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... On peut ergoter, c'est pas la question, mais... le mais, c'est qu'il reste, même s'il tue 200 000 personnes, 300 000 personnes, il restera 2 millions de personnes. Et il y a 3 millions de personnes en Cisjordanie. Donc ça aussi, c'est l'avenir. Alors peut-être qu'ils peuvent tuer 5 millions de personnes sans que personne ne dise rien. Je ne sais pas même si c'est le projet, je ne crois pas, mais en fait, le degré de... je sais pas quoi, de destruction, enfin voilà, je vous ai envoyé l'entretien qu'on a fait avec Bartov, voilà, pour lui c'est généralisation de l'apartheid, mise en œuvre de ce qu'ils ont fait à Gaza en Cisjordanie, et à moins de 20 ou 30 ans, lui, voilà, rien de possible. Et on aurait du mal à lui donner tort. Ouais. Mais dans quelle mesure ça repose aussi peut-être sur des personnes, ou c'est vraiment des choses qui sont instituées dans les politiques d'État, qu'on parle de la Russie ou d'Israël? Des personnes au sens que ça dépendrait de Netanyahou, oui, plus de que de... Et de Poutine. Est-ce que de ce côté-ci, il n'y a pas, malgré tout, peut-être un peu d'espoir, s'il faut en chercher? Peut-être, mais je sais pas. Non, mais
je trouve que l'entretien avec Bartov est intéressant parce que c'est aussi les dynamiques longues. Et donc il dit, si Netanyahou meurt, à l'heure actuelle, ça ne change rien. Et on voit bien, je sais pas, il y avait un entretien dans Le Monde de 2 soldats israéliens qui retirent leur bille, si je puis dire, en disant, moi j'ai un contrat avec l'État, mais je suis là ni pour la vengeance, ni pour le meurtre, qu'il y a quelque chose qui est insupportable. Donc peut-être que quelque chose peut venir de la part des Israéliens, mais on dirait que la question de l'occupation, c'est pour ça que quand on a fait, c'est nous qui avons choisi le titre de l'article, c'est aussi, à un moment, je me dis, mais tout ce qu'il nous raconte depuis le début, en fait, c'est la question de l'occupation. Enfin, en tous les cas, ce qu'elle fait à la politique israélienne, et son effacement absolument total. Donc, si c'est effacé, quelle forme de... là, le nord de la bande de Gaza est en train d'être réoccupé, les colons sont prêts, je pense que le reste, ça va être un système d'occupation de type... ils ne vont pas, à mon avis, retourner au statut antérieur de l'autonomie tout à fait relative de Gaza, quoi. Et le fait que la chose ne s'arrête pas, qu'elle ait pris cette forme-là, cette ampleur, ce degré de violence, est-ce que c'est pas le signe que la guerre se généralise et que précisément la paix, c'est un espoir vain? La guerre, je ne sais pas si la guerre se généralise. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'ampleur des effets et de configuration de ces 2 guerres, à la fois la façon dont la Russie se redéploie et ce qui va se passer au Moyen-Orient, et peut-être, je sais pas, peut-être que ça viendra, peut-être que les gens, en tous les cas, à mon avis, ça ne viendra pas ni de l'intérieur des États, ni de tel qu'actuellement, ni du droit. Je veux dire, il y a quelque chose aussi de très frappant dans ce que fait Israël, c'est la façon dont la FINUL a été visée, c'est l'interdiction de l'UNRWA sur le territoire. Bon, on sait les attaques contre... la lutte d'Israël contre l'ONU. Oui. Même si... Oui. Mais là, de viser les positions, de la FINUL, c'est tout à fait... Enfin voilà, ça dit la conquête du Sud-Liban, en fait. Et d'en avoir absolument... oui, ça dit même plus. Ça dit une position que le monde ne peut pas arrêter, puisque l'ONU, ça représente le monde. Hein. Oui, mais l'ONU, en 2003, elle a ratifié, une fois que Bush était en Irak, et une fois que tout était fait, ils ont ratifié. Voilà, l'ONU n'a jamais empêché... les forces de la meilleure position, elles dépendent de l'ONU. Ah, sur la FINUL, oui, bien sûr. Oui. Le seul pouvoir d'interposition à la guerre, donc le pouvoir de paix, il est du ressort de l'ONU. Voilà, donc c'est ce que dit Bartov, ou ce qu'on dit, c'est à un moment, ça va être quoi la limite à la volonté de puissance? Où est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle va s'arrêter, ça c'est une certitude. Dans tous les cas, personne, et certainement pas les États-Unis, ils mettent un frein quelconque. Parce que sans les États-Unis, ils ne peuvent pas recharger les... non. Un peu une émission. Oui. C'est bon. Merci. Je suis une bavarde qui s'ignore. Vous voyez... Non, mais